Bon, bonjour à tous. Euh, le- Moi, je vais vous parler d'un travail collectif qu'on a fait l'année dernière avec les laboratoires de référence sur le reclassement de variants. J'attends juste la présentation, mais on peut peut-être commencer l'intro. Ouais. Donc voilà, c'est un gros travail qu'on a fait pour la reclassification de variants. Un travail un peu catalogue, mais donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de partir plutôt d'exemples pour vous décortiquer un petit peu les raisonnements derrière la classification des variants. On ne va pas aborder l'ensemble du travail parce que ce serait redondant et fastidieux. Juste deux diapositives un peu généralité pour commencer, si ça veut. Ouais. Donc, je vais vous rappeler les principales classes de variants CFTR et des éléments de vocabulaire qu'on va utiliser par la suite. Donc, par fonction résiduelle croissante, on a la première classe qui sont les variants MV associés à la mucoviscidose, ceux que vous connaissez le mieux, type F508del, donc avec une fonction nulle ou quasiment. Un petit peu plus de fonctions résiduelles, les variants CCV à conséquences cliniques variables, donc qui pourront, selon les individus, aller vers un phénotype mucoviscidose ou un phénotype modéré type ALCFTR. Un petit peu plus de fonctions résiduelles, les variants CFTR-RD, qui eux ne sont pas censés être associés à un phénotype mucoviscidose et éventuellement à un phénotype ALCFTR. Et enfin, on a tout un tas de variants qui sont neutres, donc on va appeler ça les NDC pour non-disease causing. Et donc non classés sont les variants de signification clinique incertaine, donc principalement des variants rares sur lesquels on n'a pas tranché la classification. Donc en termes de conseils génétiques, comme l'a dit Emmanuel, seuls les variants MV ou CCV vont donner lieu à une recherche chez les apparentés asymptomatiques et éventuellement pouvoir déboucher sur du diagnostic prénatal. Et les variants neutres, on ne les fait pas figurer sur les comptes rendus. Okay, on ne les signale pas parce qu'il y en aurait trop et ça n'aurait pas d'utilité. Et donc dans la classification des variants, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que la classe qu'on va attribuer, c'est le phénotype attendu si le variant est associé à un MV. Donc là, je vous ai mis les différentes possibilités avec F508del, donc qui est l'exemple type du variant MV. On le classe MV parce que s'il est associé à un autre MV, on a un phénotype mucoviscidose. Donc ça, c'est un peu la première pierre, on va dire, du raisonnement pour classer les variants. Ensuite, donc sur quoi on va se baser? On va se baser principalement sur les observations chez des patients qui vont porter un autre variant et en se référant au phénotype du patient. Donc là, je vous ai mis un petit schéma avec les différentes combinaisons de génotypes et les correspondances en phénotype. Bon, il y a beaucoup de combinaisons possibles, on ne va pas les détailler, mais on peut juste retenir deux choses. Dès lors qu'on a un allèle CFTR-RD, on voit que ce n'est pas compatible, en théorie, avec un phénotype muco. Et dès lors qu'on a un allèle CFTR-RD, on a la possibilité que le génotype ne s'exprime pas. Donc on a une pénétrance qui n'est pas complète. Et à l'opposé, les génotypes MV-MV, on voit que ce n'est compatible qu'avec le phénotype muco, pas avec l'absence de symptômes ou l'affection liée à CFTR. Donc après, nous, pour classer les variants, c'est un petit peu un système de déduction. Imaginons, on a un variant X qui est totalement inconnu et qu'on va identifier avec un variant MV chez un ABCD. Okay, donc, absence des canaux déférents, c'est une affection liée à CFTR. Donc, on voit que MV plus CFTR-RD peut donner une ALCFTR. Donc, on va en déduire que X est un variant CFTR-RD. Si on n'a qu'un patient, on n'est pas très robuste sur notre interprétation parce que ça pourrait éventuellement être une conséquence clinique variable. Par contre, si on a 10 patients et que les 10 sont CFTR-RD, là, on est plus solide pour dire que c'est un variant CFTR-RD. Si sur les 10, on a, mettons, 3 patients muco, 7 patients ABCD, on va dire que c'est un variant à conséquence clinique variable. Donc ça, c'est un exemple très informatif. Ce type de patient avec un variant MV et un phénotype bien spécifique, ça nous aide beaucoup pour classer les variants. Si on prend un deuxième exemple, un variant Y qui serait identifié avec R117H, donc qui est un variant modéré, toujours c'est un ABCD, on voit que là, c'est plus difficile de trancher puisque à la fois les possibilités MV plus R117H, CCV plus R117H ou CFTR-RD plus R117H, c'est compatible avec le phénotype. Donc là, c'est un exemple où le patient est peu informatif.
Donc voilà, on a un système quand même assez bien établi pour classer les variants, mais malgré ça, on constate qu'on a beaucoup de variants, même parmi les variants fréquents, qui restent de signification incertaine. Donc cette incertitude, elle va se répercuter sur les diagnostics qu'on ne pourra pas trancher. En termes de pronostics, si on les identifie au dépistage ou dans un contexte de signe d'appel échographique, et aussi sur le conseil génétique qu'on pourra proposer aux patients. Donc, on avait fait un état des lieux fin 2023. Sur les 35 variants exoniques CFTR les plus fréquents, on en avait près d'un tiers qui restaient incertains, non tranchés dans CFTR France. Emmanuel l'a détaillé juste avant, on a ces données qui peuvent être contradictoires en fonction des différentes bases de données. Et nous, on avait quand même cette volonté de garantir un rendu homogène des variants CFTR, donc d'abord au sein de notre réseau GenMuco France, donc les labos un peu spécialisés CFTR, et au-delà. Donc c'est tout ça qui a motivé, on avait notre atelier biannuel en septembre 2024 à Toulouse, de se réunir en amont avec les 4 laboratoires de référence pour vérifier en gros les 50 variants CFTR les plus fréquents en se basant sur les données de CFTR France. Donc on ne s'est pas repenché bien sûr sur les variants MV, on ne va pas rediscuter F500 bidel, les variants MV sont bien tranchés, c'est plutôt des variants modérés ou incertains. Et donc, on s'est focalisé vraiment sur les patients les plus informatifs. Donc, comme je vous ai dit avant, ceux qui portent un variant MV, voire CCV, et les phénotypes les plus spécifiques. Donc, c'est l'absence des canaux déférents qui est vraiment la LCFTR la plus spécifique de l'atteinte CFTR. Chez les ABCD, on va trouver 2 variants dans 85% des cas. Dans les pancréatites ou les dilatations des bronches de l'adulte, c'est beaucoup plus rare d'identifier 2 variants. On va souvent identifier un seul variant, et donc ce n'est pas des patients qui sont très informatifs. Et donc là, ce qu'on voulait intégrer dans l'interprétation, c'est la fréquence en population générale. Donc pour ça, on utilise une base publique qui est GNOMAD, qui va regrouper, en fait, on a des dizaines de milliers de personnes de population générale, des personnes saines, qui ont eu les génomes complets, et donc on a la fréquence des variants avec les différentes sous-populations. Donc nous, on a principalement utilisé le set de données qui s'appelle NFE pour Non-Finnish Europeans. Et on a également utilisé un set de données local, donc c'est les exomes qu'on a fait à Lille. Donc on a moins de patients, mais ça va être un meilleur reflet de l'hétérogénéité de la population française. Et on détaillera après, mais c'est très utile pour les allèles complexes. Parce que un des objectifs du travail, c'était aussi de se pencher sur l'interprétation des variants lorsqu'ils sont en combinaison. Donc on va démarrer avec quelques exemples du plus facile au plus difficile. Donc là, c'est l'affichage qu'on a sur CFTR France lorsqu'on va sur la page du variant P750L. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cliniciens qui se rendent sur CFTR France pour... Non, pas beaucoup. Mais on va vous donner envie d'aller voir. Bon, donc, si vous n'êtes pas très familier avec l'affichage, vous n'allez pas voir grand-chose, donc il va falloir me croire sur parole. On a 9 patients pour ce variant dans CFTR France. J'ai entouré en rouge ceux qu'on a considérés informatifs, donc des ALCFTR qui portent aussi un variant MV. Donc on voit qu'on en a 5, dont 4 ABCD, ce qui nous fait plus de la moitié des patients informatifs. On a dans CFTR2 une fonction à 48% de canal chlore. Donc là, on est vraiment sur un profil typique d'un variant CFTR-RD. On peut exclure le VCC, le CCV, pardon, parce qu'on a 5 hétérozygotes composites avec un variant MV et pas de muco. Donc là, c'est vraiment ce qu'on observe pour un variant modéré de type CFTR-RD. On va poursuivre par un deuxième exemple. R1162L. Donc là, vous voyez, il y a un peu plus de patients dans CFTR France, on en a 14. En revanche, on a un seul ALCFTR informatif qui est une bronchectasie avec F508del. Par contre, sur nos 14, on a 2 asymptomatiques avec F508del. Donc là, on a seulement 8% de patients informatifs. La fonction chlorure dans CFTR2, elle est à 130%. Donc là, si on se réfère à ce que je vous ai dit avant, on a un ALCFTR, une bronchectasie avec F508 et un variant X. On devrait se dire X égale CFTR-RD.
Sauf que là, on l'a reclassé neutre. Donc, ce n'est pas forcément intuitif quand on regarde la page du variant. Et maintenant, justement, je vais vous présenter ces données en intégrant la fréquence. Donc ça, ce sont les variants CFTR-RD les plus fréquents. Donc, je les ai classés par ordre de fréquence donc dans la population européenne. Vous voyez, les deux colonnes de gauche sont la fréquence. Ensuite, on a les données dans CFTR France, donc le nombre total de patients, les ABCD, DDB et pancréatite informatif, puis la fonction. On ne va pas pouvoir éplucher trop en détail ce tableau, mais si on... Ah, mais ça... Attendez, ça passe des diapos. Compliqué le pointeur. Ok. En fait, ça passe les animations, du coup, on vend la mèche un peu vite. Bon, donc on va se focaliser sur les colonnes de fréquence et d'ABCD. Donc si vous regardez les deux premières lignes, TG12T5 et la troisième ligne R11R117H, donc ça c'est vraiment nos deux têtes de gondole de variants CFTR-RD. Vous voyez, on a 228 ABCD pour TG12T5 et quelques DDB et PANC. Et R117H, on a 70 ABCD et quelques DDB et pancréatite. Ok, donc là, ça c'est vraiment le pattern qu'on observe pour les variants CFTR-RD, c'est-à-dire beaucoup d'ABCD et quelques autres ALCFTR, et on a à peu près 50% de patients informatifs dans CFTR France. Et donc là, vous voyez au milieu de ça, notre variant R1162L, il n'a pas d'ABCD, il y a juste un DDB et très peu de patients informatifs. Par contre, sa fréquence en population générale, c'est la même que R117H et F508C juste au-dessus. Donc là, ça saute beaucoup plus aux yeux que oui, on le reclasse, ce variant, comme neutre. Donc voilà, l'intérêt de la lecture, d'insérer la lecture, la fréquence en population générale dans sa lecture, c'est que ça permet de repérer ce type d'anomalie et pas de s'arrêter à simplement un phénotype avec F508 et sur un variant de classer le patient. Sur un patient de classer le variant. Donc un autre exemple un peu moins tranché, c'est M952T, où là on a seulement 4 patients dans CFTR France. Un seul jugé informatif qui est une dilatation des bronches. Donc quand on a ça, on n'a pas forcément envie de partir sur un effet pathogène. Par contre, on a quand même une fonction à 25%. Donc là, ça interpelle. Si on regarde en détail nos patients, notre patient DDB, il a été diagnostiqué à 37 ans et son test de la sueur est normal. Le deuxième patient, c'est un enfant du dépistage, donc qui avait eu une trypsine élevée. F508 sur le kit. Un test de la sueur, on voit un peu fluctuant, 52, 13, 30. Puis pas de suivi. Donc là, ce n'est pas un patient informatif, on n'a pas de phénotype adulte. Et à côté de ça, on a un autre patient qui n'est pas dans CFTR France, qui présentait une nasospermie a priori obstructive, mais qui aurait des canaux déférents. Donc là, on a des éléments qui partent un peu des deux côtés, délétères CFTR-RD ou neutres. Si on le compare avec M952I, donc qui touche le même acide aminé et qui lui est 5 fois plus rare, M952I, il y a 7 ABCD. Donc là, c'est un beau variant CFTR-RD. Donc là, quand on se dit ça, on a envie de le considérer comme bénin. Donc on ne s'est pas tranché, donc on l'a considéré comme variant de signification clinique incertaine, mais on a ajouté la mention non CF. Donc ça, je voulais détailler un peu cette notion. On a fait 2 sous-classes de variants de signification incertaine. Donc le VSCI pur et dur, où on n'a pas d'éléments, donc il pourrait atterrir dans n'importe quelle classe. Et le VSCI non CF, où là, on va quand même préciser, on ne peut pas dire si c'est neutre ou modéré, mais en tout cas, on écarte l'implication dans la muco. Et ça, on va le faire beaucoup grâce à la fréquence en population générale. Dans le tableau, là, on a mis M952T comparé à des variants MV bien connus, de fréquences similaires, même limite inférieure. Et là, vous voyez que pour ces variants, on a des centaines, voire milliers de patients dans CFTR2 et des dizaines dans CFTR France, alors qu'ils sont moins fréquents que notre variant. Donc ça permet d'écarter l'implication dans la muco, puisque si ce variant était impliqué, on le saurait sans aucun doute. Et ça a son importance pour le conseil génétique, parce que plutôt que de dire aux patients, on ne sait pas ce que fait votre variant, on peut être rassurant sur le risque de mucoviscidose dans la descendance et la famille. Et alors, un dernier exemple, mais alors là, du coup, sans les animations, ça est un peu confus. Un allèle complexe.
Donc, un allèle complexe, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque plusieurs variants, donc ici on en a 3, 443, 576 et 666, qui peuvent exister tout seuls ou en combinaison. Et donc, moi, mon problème, si je vais dans Gnomad et que je regarde la fréquence de R668C, c'est que je ne sais pas, en fait, faire la distinction entre lorsqu'il est tout seul, ou en double association, ou en triple association. Et on a envie, nous, de connaître la fréquence des différentes formes, parce qu'il faut vraiment les considérer comme des variants à part. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir ma base de données locale, où je peux demander aux informaticiens ou faire à la main chaque patient pour distinguer la fréquence de chaque combinaison. Et donc, ce qui est rassurant, c'est que si j'additionne mes 3 formes avec R668C, je retombe sur le chiffre de Gnomad, donc ce qui veut dire que les populations sont à peu près identiques et que voilà, les données se tiennent, quoi. Et donc, on peut replacer nos différents variants, tout seul ou en combinaison, sur cette frise de fréquences. Et maintenant qu'on a les fréquences, on peut regarder dans CFTR France. Donc là encore, le suspense est complètement gâché. Ah, c'est le PDF, ouais, peut-être. Je sais pas. On va commencer par la dernière ligne. Vous voyez la triple combinaison. Donc si on regarde sur la fréquence, c'est la deuxième plus rare. Et on a 73 patients dans CFTR France, c'est celle qu'on a le plus représentée. On a 46 ABCD. Donc là, c'est la caricature du variant CFTR-RD. Pas de souci de classification. Par contre, la double association juste au-dessus, vous voyez, c'est la plus fréquente. Hein, elle est quasi à 1% et c'est de la fréquence allélique. Donc on a 2 allèles, donc c'est-à-dire 1,6% des gens portent cette double association. Et on a 3 ABCD. Donc là, situation pas très tranchée parce qu'au vu de sa fréquence, on entend plus que ça. Ça fait seulement 17% de patients informatifs. Et donc, comme on trouvait ça un peu anormal, on est retourné sur les dossiers qui étaient d'anciens dossiers pour se rendre compte que pour un, on avait le D443Y qui était présent, et pour les 2 autres, c'était des infertilités, mais il n'y avait pas la notion d'ABCD documentée. C'était plutôt probablement, en fonction du génotype, on s'est dit ça doit être une ABCD. Donc là, vous voyez, on a pu corriger les données. Et donc là, on n'a plus aucun souci pour reclasser cette double association comme bénigne. Donc ça montre un peu la puissance de l'approche d'utiliser la fréquence, puisque ça permet de détecter l'anomalie dans la base. Et puis l'importance, bien sûr, de pouvoir vérifier les données et de la qualité des données qu'on va mettre dans les bases. Donc on a la chance pour CFTR France d'avoir une curatrice maintenant qui fait un super boulot. Et donc, on a intégré dans CFTR France, donc toujours sous Fatal, la curatrice, a intégré ces données d'allèles complexes. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans aucune base de données. Donc, si vous allez sur R668C, vous verrez que tout seul, donc, il est jugé non-disease causing. Et par contre, on voit en dessous, on signale que, attention, il est souvent associé à d'autres variants. Et voilà les interprétations lorsqu'ils sont tout seuls ou en combinaison. Parce que là, finalement, la triple association, c'est délétère, mais chacun pris tout seul, c'est bénin. Donc, comment on fait si on a seulement des pages pour des variants isolés pour donner vraiment l'information juste? Donc, pour finir, je vous avais dit au début, on avait à peu près un tiers de variants incertains. Donc, les variants incertains, c'est les bleus. Donc, vous voyez, après ce travail, on a passé pas mal de bleu au vert. Hein. Le vert, c'est le non délétère. On a pu affirmer que voilà, beaucoup de ces variants étaient finalement sans conséquence. Il reste 2 incertains, mais on a quand même répondu à une partie de la question en disant ils ne sont pas associés à la mucoviscidose. Donc voilà, ça fait tout un tas de variants un petit peu incertains, parfois difficiles à gérer, problématiques, que normalement vous ne verrez plus apparaître sur les comptes rendus, puisque les variants neutres ne seront pas rendus. Et juste pour terminer, un petit message de attention, sur ces variants qu'on a reclassés neutres, on en a quand même quelques-uns qui vont être en CCV dans CFTR2. Donc, on sait que dans CFTR2, on n'a pas la classe CFTR-RD. Donc, tous les CFTR-RD, on s'attend à les retrouver dans les CCV. Mais là, ce n'est pas des CFTR-RD, c'est des bénins. Donc, il y a une discordance encore un peu plus importante. Donc attention à ne pas faire le raccourci, si c'est sur la liste, c'est associé à la mucoviscidose. Hein. Il y a certains variants où effectivement on va augmenter in vitro la fonction, mais les variants ne sont pas censés être associés à des phénotypes de mucoviscidose.
Et puis, bon, bah, comme Emmanuel l'a dit, voilà, à la base CleanVar, on a pas mal de discordances. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de croire en CFTR France. Et bah, merci à vraiment l'équipe de Montpellier pour ce magnifique outil. Est-ce que vous pouvez... Ah, cela marche. Des questions pour Adrien? Moi, je veux bien commencer par une question. Je vais faire juste un pas de côté en tant que clinicienne et pas du tout en tant que généticienne, du coup. Parmi les... voilà, je prends un cas hypothétique, un patient qui a une delta F508 et un deuxième variant que vous avez classé neutre et qui a une DDB. Okay, donc, il peut avoir accès au Kaftrio et nous, les cliniciens, on va le mettre sous Kaftrio. Voilà, même si... en tant que généticien, on aurait dit qu'il n'avait pas la mucoviscidose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une question qu'on se pose aussi souvent. Hein. Bah, le mieux, ce serait presque de faire comme l'essai compassionnel. Si vous en avez 3 et que ça marche sur 3... Ça va marcher, il a une delta F, ça va marcher. Ouais, ça. En tout cas, on peut le mettre parce qu'il a une delta F508, ça n'a peut-être pas marché. J'ai pas dit que ça a marché, mais... comparer avec... je sais pas, c'est un cas hypothétique, je sais pas, on peut... voilà, j'ai pas de... On va commencer par le début. Le génotype n'a jamais donné un accès au Kaftrio. Les accès au Kaftrio, si vous lisez bien, vous avez une table avec des mutations, mais ça commence par « j'ai un diagnostic de mucoviscidose et j'ai les bonnes mutations ». Donc, si vous n'avez pas le diagnostic de mucoviscidose, comment vous commencez? Et dans ce cadre-là, il y a des malades chez qui on a essayé, il y a toutes les chances que ça ne fonctionne pas. Hein. Attends, il y a une question. D'abord, moi, je voulais vous dire bravo parce que c'est un outil génial et je m'en sers. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'en servent de CFTR France. Moi, j'ai juste un truc qui m'embête en tant que clinicienne, c'est que il y a la notion de mucoviscidose à révélation tardive. Et moi, j'ai l'impression que la plupart de vos points cliniques, en fait, ils sont au moment où vous faites le test. Est-ce qu'il y a un suivi des patients? Parce que c'est vrai que nous, ce qu'on leur dit souvent aux patients, on vous suit, vous avez 2 petites DDB, mais on va quand même continuer à vous regarder parce que peut-être qu'à un moment, vous allez avoir des symptômes plus importants. Et donc, du coup, vous, quand vous classez les variants, vous servez beaucoup de la clinique, là, c'est ce qu'on a vu. Est-ce que vous avez cette notion de longitudinal, voilà. Ah. Bah, on revient, c'est clair, sur pas mal de dossiers, notamment ceux du dépistage, où quand ils entrent dans CFTR France, ils peuvent être ce qu'on appelle le pending, donc en attente d'un phénotype, parce que pour le moment, c'est juste une hypertrophinémie. C'est surtout quand on a des anomalies, des incohérences, où on retourne sur les dossiers et on se dit, ah ben, par exemple, il est peut-être rentré par la porte ABCD à 28 ans, et puis là, maintenant, il a 50 ans, il fait une mucoviscidose, et on peut être amené à réviser. Après, il y a une connexion avec le registre. La base CFTR France est connectée avec le registre. Et on fait des updates qui sont piochés dans le registre quand on a des matchs d'identité des patients. Après, c'est ça. Maintenant, on est de plus en plus vigilant au moment de l'intégration avec donc cette curatrice Soufata qui est bien formée. Et pour être aussi homogène, parce que peut-être qu'un labo, il va considérer que c'est une DDB, peut-être un autre, il va appeler mucoviscidose. C'est sûr, c'est compliqué. Après, sur les variants fréquents, on a quand même l'effet masse. On voit des variants à 0,03%, il y a 3000 patients dans CFTR2. Donc, mais effectivement, c'est hyper important et c'est super compliqué, hein, des fois, sur des patients... notamment les dilatations des bronches de l'adulte, de trancher entre AL et muco. Non, c'est un commentaire, je fais vite, hein, mais c'était juste pour, je m'en occupe plus maintenant, les RCP, mais c'était juste pour compléter la blagounette du professeur Corvol. Je pense que ça illustre l'importance de discuter en RCP de ces cas. Et donc, je vous engage et je vous pousse à présenter ces patients parce que c'est justement en confrontant notre expertise, on voit bien que quand on se limite sur la génétique, on n'a pas toutes les réponses, malgré que c'est très précis, mais on n'a pas
toutes les réponses. Quand on se limite à la clinique, on n'a pas toutes les réponses. C'est l'échange et la confrontation bienveillante qui permet d'avancer. Je pense que ça, c'est très important. Ouais, en fait, c'est plus un commentaire par rapport à la base CFTR et les données et les saisies de données. En discutant avec Caroline, Corinne et puis toute la clique de la base, je pense qu'on est la base est assez friande de récupérer des données qui pourraient implémenter tout ce qu'on raconte en fait, parce que si c'est pas la mucoviscidose, on n'a pas forcément toutes les données, si j'ai compris. Par exemple, une pancréatite qui arriverait pour la base CFTR France, on n'aurait pas toutes les vraies données qu'on aurait. Est-ce que le scanner est normal? Est-ce que, etc., etc. Je pense que donc c'est potentiellement l'occasion de réinterroger les cliniciens qui ne sont pas forcément dans les CRCM, c'est ça le problème. Mais au moins les CRCM, ceux qui ont envoyé, qui ont les données cliniques, de vraiment renseigner cette base qui pourrait renseigner, vraiment donner plus d'infos. Ah bah, de toute façon, au plus on peut avoir des phénotypes fins et bien renseignés, au mieux on interprétera, hein, ça c'est sûr. Pour prolonger, là, c'est vrai qu'on réinterroge régulièrement, mais c'est en particulier, évidemment, c'est pas pour la grande majorité des variants, mais c'est pour ceux qui sont de signification clinique incertaine, où effectivement, on a passé, en plus, il n'y a pas longtemps, toute une session à reclasser ces variants-là. Ça en fait quelques dizaines, voire quelques centaines, et on a envoyé un certain nombre d'emails aux cliniciens pour leur demander est-ce que vous avez des nouvelles, est-ce que vous avez le suivi, est-ce que vous avez refait ci, etc. L'autre chose, c'est que quand on a des patients atteints de pancréatite ou d'infertilité par atrésie des canaux déférents et qu'on les adresse au CRCM, on dit merci de nous tenir au courant du bilan qui aura été réalisé. Donc, quelquefois, c'est difficile de retourner à la pêche aux informations, mais voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et pour rebondir sur la remarque de Harriet, il y a des variants, ça ne vous a peut-être pas échappé, des variants qu'on a reclassés neutres et qui sont dans la liste FDA. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on ne vous les rendra plus. C'est-à-dire que le patient en question qui est hétérozygote, même avec un test UASUR intermédiaire, parce que finalement, il y en a quand même pas mal, hein, et qui n'ont pas la muco ni la LCFTR, et qui n'ont que F508del et qui n'auront pas R74, enfin qui auront R74W, mais qu'on ne vous rendra pas, on le rendra simple hétérozygote. Donc, vous n'aurez même pas le loisir de dire il a droit à son Kaftrio. Non, non, mais bon, voilà, ça c'est une des incohérences, effectivement, de la liste FDA où il y a des variants qui n'ont rien à y faire. Après, une possibilité, c'est aussi que, mettons cet exemple, si on poursuit ce variant qui donnerait une fois sur, je sais pas, 100 un phénotype, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un deuxième variant caché dans un intron uniquement chez ce patient-là. Et donc, en fait, le variant qu'on pense responsable, c'est pas celui qu'on a sur le compte-rendu, c'est un qui n'est pas identifié. Ça met les allèles complexes, vous les recherchez systématiquement? Alors, on fait, nous, les régions codantes et les enfouis connus, mais toute la partie non codante, pour le moment, n'est pas faite en routine systématiquement. Et c'est difficile d'interpréter les résultats. Oui, je répète pour que les gens qui sont en distanciel entendent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?